l'heure de l'interview Éco, on va passer en revue plusieurs thèmes d'actualité économique et financière. Et pour m'accompagner ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Dorothée Rouzet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste France chez Citi. Et on va commencer par l'actu brûlante et les midterms aux États-Unis. Donc un scrutin serré, pas de majorité claire au Congrès et des blocages en vue. Quel impact cela peut-il avoir sur les marchés ? Alors oui, effectivement, même si il faudra peut-être encore des jours, voire des semaines pour avoir les résultats définitifs, on voit qu'on se dirige vers tout le moins une forme de gouvernement divisé avec les républicains qui, selon toute probabilité, vont contrôler la Chambre et le Sénat qui est encore dans la balance. Après, les marchés ont très peu réagi aux résultats de l'élection parce que ce gouvernement divisé, même si on s'attendait à une vague républicaine, au fond, ce n'est pas une surprise. Concrètement, pour la politique économique américaine, ce que ça va sans doute vouloir dire, c'est un coup d'arrêt à toute initiative budgétaire d'ampleur. Des négociations de nouveau sur le plafond de la dette, alors c'est assez récurrent aux États-Unis, et une politique budgétaire qui va de fait devenir plus restrictive parce que Joe Biden aura les mains un petit peu liées s'il cherche à faire un stimulus. Ça ne sera pas forcément une mauvaise chose du point de vue des marchés parce que ça peut faciliter l'action de la Fed qui cherche de toute façon à refroidir l'économie. Donc si c'est ça, par ricochet, les deux outils vont dans le même elle va sens, en faire son miel, la réserve fédérale. Elle pourrait avoir un petit peu moins, augmenter ses taux. Par contre, la difficulté, c'est s'il y a un nouveau coup dur ou une récession plus profonde que ce à quoi on s'attend, ça sera beaucoup plus difficile de déployer l'outil budgétaire pour amortir le choc parce que ça sera beaucoup plus contraint que ça ne l'a été dans les 2 dernières années. Alors il y a un choc évidemment inflationniste depuis un petit moment aux États-Unis comme dans la plupart des pays occidentaux. Ce choc il semble se calmer. On attend une hausse cet après-midi de plus 0,6% des prix à la consommation pour le mois d'octobre. C'est une tendance qui pourrait calmer un petit peu justement la Fed. Alors, ces chiffres de cet après-midi, il va falloir les lire assez dans le détail. Donc effectivement, chez Citi, on s'attend aussi à une hausse de 0,6% sur le mois et 0,4% pour l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire quand on enlève l'impact assez volatile de l'alimentation et de l'énergie. Mais cette décélération, si elle se confirme, elle viendra de catégories très spécifiques comme les voitures d'occasion ou l'assurance santé où on s'attend à ce que ça baisse assez fortement et pas nécessairement d'une tendance de décélération générale. En fait, ce qu'il va falloir vraiment regarder, c'est l'inflation des prix des services, parce que c'est ce qui reflète le plus les dynamiques à la fois salariales et vraiment les tendances de fond de l'économie. Et si cette inflation des services ne ralentit pas, ça incitera plutôt la Fed à continuer à être assez agressive. Sinon, elle peut passer donc de marche de 75 points de base à des marches au moins une marche de 50 la prochaine fois. On va passer à la zone euro. Pouvoir d'achat en berne, poussée inflationniste inédite là aussi, plus 10,7% dans la zone, et une Allemagne qui n'est plus vraiment la bonne élève et le moteur économique qu'on connaissait, puisqu'elle signe un plus 11,6% d'inflation. Tout ceci, c'est inquiétant. Alors l'inflation dans la zone euro, elle est assez différente de l'inflation américaine pour le coup. Autant aux États-Unis, on a, je dirais, une inflation assez classique avec les salaires, le marché du travail, la consommation qui s'alimentent mutuellement et un excès de demande. En Europe, on reste sur on est en train toujours de payer le prix du choc énergétique exogène, il n'y a pas d'excès de demande. Et l'inflation, elle est, donc au niveau de la zone euro, on est à 10,7%. En octobre, les 2/3 sont de l'énergie et de l'alimentation. Et on n'a pas d'accélération très forte des salaires, du moins pour l'instant. Après, les différences entre pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, par rapport à la France, c'est beaucoup l'effet des politiques des gouvernements pour amortir l'inflation. Concrètement, en France, si on n'avait pas de bouclier tarifaire, on serait sans doute aussi proche de 10% d'inflation. Et inversement, en Allemagne, ça va probablement baisser mécaniquement quand ils mettront en place leur plafond des prix de l'énergie l'année prochaine. Donc, je ne lirai pas de manière trop intrinsèque ces différences entre pays parce que c'est vraiment les politiques gouvernementales. Et ensuite, la zone euro dans son ensemble, elle subit encore vraiment l'impact du choc énergétique. Par contre, ça peut continuer à durer parce que ce choc, il est loin d'avoir fini de se diffuser dans toutes les chaînes de production, les prix alimentaires, les prix des produits manufacturés, et ça va continuer de toute façon. Oui, c'est ça. Certains prévoient vraiment une année 2023 très, très difficile, très dure. On nous prépare. Oui, alors, en termes économiques, il y a évidemment beaucoup d'incertitudes.
Je dirais le scénario central, c'est celui d'une récession qui, au niveau de la zone euro, resterait quand même limitée avec 2 trimestres d'inflation négative, une croissance faiblement négative l'année prochaine, mais sans tomber dans une récession profonde. Après, il y a beaucoup de risques. Ce qui est, en fait, il y a 2 principaux risques, celui de nouvelles détériorations sur le plan énergétique qu'on contrôle finalement assez peu, et par ailleurs le risque que la BCE réagisse trop durement, trop fortement à cette inflation à 2 chiffres, alors même que c'est un peu la subtilité, c'est une inflation très élevée mais qui n'est pas vraiment auto-entretenue, mais que tout de même elle réagisse très fortement et aggrave ou prolonge la récession, voire la fasse changer de nature en créant des tensions sur la dette souveraine. Justement, la BCE, on se souvient, il y a un an, elle parlait d'inflation transitoire, c'était le terme utilisé par Madame Lagarde. Évidemment, c'était avant le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Alors une question simple, la BCE n'a-t-elle pas sous-estimé cette inflation ? Alors, en un sens, oui, mais je dirais tout le monde a sous-estimé cette inflation. Oui, mais elle n'a pas réagi aussi rapidement que la Fed. Alors, elle a réagi assez tard parce que, d'une part, ce narratif d'inflation transitoire, je dirais, il a duré jusqu'au déclenchement du conflit en Ukraine et peut-être avec raison. Peut-être que si les choses s'étaient passées différemment, effectivement, l'inflation aurait baissé. Ensuite, elle a réagi, je dirais, selon ce qu'une banque centrale est censée faire face à un choc d'offres. C'est-à-dire, normalement, face à un choc d'offres, une banque centrale ne peut pas faire grand-chose au prix de l'énergie, du moins, et donc elle attend de voir des répercussions sur les salaires pour réagir, alors que la Fed avait déjà des répercussions sur les salaires. Le problème, c'est que le choc est tellement important que finalement, ce n'est plus tellement pertinent de savoir si c'est de l'offre ou de la demande. On a une inflation à 10%, elle est obligée de faire quelque chose. Mais ça, elle a commencé à le faire relativement tard et donc se retrouve à augmenter les taux, ou va se retrouver à augmenter les taux encore en pleine récession, ce qui n'est pas le timing idéal, certes. On va parler du rebond des indices boursiers occidentaux après leur souffrance depuis le début de l'année. Le bear market atteint. Il y a eu 5 semaines consécutives de hausse pour le CAC. Wall Street s'est un petit peu ressaisi également. Alors pourquoi les marchés occidentaux réussissent-ils dans ce contexte pour le moins morose à tenir le cap, voire même à rebondir ? De moyen terme? Alors, bon, on a eu beaucoup de mouvements ces derniers mois, donc c'est un peu difficile de lire une tendance de moyen terme profonde. Je pense que dans les dernières semaines, on a eu 2 facteurs importants de regain d'optimisme des marchés. Le premier, c'est la situation énergétique pour l'hiver prochain qui s'est objectivement améliorée avec les stockages de gaz remplis. Donc on sait que, bon an, mal an, on devrait réussir à passer l'hiver. Les prix du gaz... un peu plus doux, un automne assez clément pour l'instant. Suffisamment clément pour du moins nous permettre jusqu'à présent de ne pas puiser dans les stocks de gaz. Donc, et des prix du gaz de marché qui ont nettement baissé, même si pour l'hiver suivant, je dirais, le point d'interrogation demeure. Donc sur ce plan-là, ça a été un facteur d'optimisme parce que ça veut dire que le risque d'une récession vraiment profonde cet hiver dans la zone euro notamment, c'est quand même un petit peu éloigné. Ensuite, on a eu pas mal de fluctuations liées aux anticipations de politique monétaire. Alors l'épisode anglais notamment a influé avec donc je dirais les nouveaux... Le mini-budget de Liz Truss qui a provoqué un maxi-chaos sur les marchés. Tout à fait. Et puis le retour en arrière qui fait que du coup les tensions sur les taux qui avaient été créées se sont aussi un petit peu atténuées depuis. Mais là, on voit on voit des mouvements dans les 2 sens un petit peu tous les quelques semaines et c'est difficile d'y voir nécessairement une tendance de long terme. Passons à un chiffre record, celui du déficit commercial français. En rythme annuel, il s'établit à un niveau jamais vu, 149,9 milliards d'euros, encore plombés par la facture des importations énergétiques. D'autres facteurs expliquent-ils ce mauvais chiffre ? Alors c'est principalement l'énergie. Effectivement, on voit tous les mois le déficit, on parle du déficit des biens qui se creuse. En septembre, il était à 17 milliards d'euros, c'est 2,5 fois plus qu'un an avant. Mais l'essentiel, c'est la facture énergétique. Si on regarde sur les 9 premiers mois de l'année, elle est 3 fois plus importante que l'année dernière. Donc ça, c'est considérable.
c'est un effet des prix, ce qu'on appelle un choc de termes de l'échange, c'est-à-dire que les prix de nos exportations ont augmenté, mais les prix de nos importations ont beaucoup plus augmenté. Donc, même si on ne change pas les volumes, on paye plus cher et c'est un choc à absorber. Ça explique vraiment la grande majorité de la dégradation du déficit, avec les prix du gaz, aussi le fait qu'on a dû importer l'électricité, ce qu'on ne faisait pas avant. Je dirais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'effectivement, on voit aussi un creusement du déficit manufacturier hors énergie. Alors, bien moindre, mais il existe. Et c'est sans doute aussi la répercussion des coûts de l'énergie pour les industriels qui dégradent un peu leur compétitivité. C'est inquiétant pour un pays comme la France parce qu'on a des faiblesses structurelles sur ce plan-là. Il y a un vrai objectif de réindustrialisation, de compétitivité sur lequel il y a eu des vrais résultats sous le premier mandat d'Emmanuel Macron en termes d'attractivité pour les investissements étrangers, le fait que de nouveau on s'est mis à créer des emplois industriels. Donc le risque, c'est que les prix de l'énergie rebattent les cartes parce qu'en Europe, effectivement, c'est pas du tout spécifique à la France, hein, c'est toute l'Europe. On va avoir des prix de l'énergie qui vont rester longtemps plus élevés qu'avant et plus élevés qu'ailleurs. Et donc le risque, c'est que ça conduise les industriels à se détourner de l'Europe de manière plus durable. Après, quelle est la solution ? Je pense qu'il y a un coup à jouer sur la décarbonation de l'industrie et être plutôt pionnier là-dessus, mais ça va être difficile. Et ça va prendre du temps, vraisemblablement. Dernière question, elle concerne nos finances publiques, la dette française. Et cette petite phrase de Bruno Le Maire, cet automne, au début de l'automne, « La France est à l'euro près », a-t-il prévenu. Emmanuel Macron avait parlé de ni impôt ni dette. On est bien évidemment loin du quoi qu'il en coûte. Ce cap de rigueur budgétaire est-il tenu actuellement ou bien il est à géométrie variable ? Alors, rigueur budgétaire, non, on n'est pas dans la rigueur budgétaire, mais en même temps, dans une crise, c'est pas souhaitable. Je pense qu'il faut aussi se dire que le quoi qu'il en coûte, sous ses diverses formes, il a plutôt bien réussi à la France. Pendant le Covid, on a été le pays d'Europe qui a le plus vite retrouvé son niveau d'activité d'avant la pandémie. Et pendant le quoi qu'il en coûte énergétique de début d'année, si on peut l'appeler comme ça, il nous permet d'avoir l'inflation la plus faible de la zone euro et ça a pas mal de vertus. Grâce au bouclier. Grâce au bouclier notamment. Alors ensuite, cette année, on a eu une configuration assez favorable sur les finances publiques parce que finalement, la résistance de l'activité et le rebond post-Covid fait que les recettes fiscales ont été beaucoup plus importantes que prévu. Et donc, même si on a dépensé 2% du PIB pour les boucliers et autres mesures de soutien, en fait, le déficit n'est pas plus dégradé que ce qu'on pensait il y a un an. Ça ne va pas forcément se reproduire en 2023, ça a peu de chances de se reproduire. Donc, on arrive un peu à l'heure des choix où il va falloir passer effectivement à des mesures plus ciblées, alors un peu prudemment parce que l'activité est fragile. Mais moi, je dirais plus fondamentalement, le problème de la France, c'est pas tellement ce qu'on dépense en période de crise. Parce que finalement, ça a plutôt bien marché et c'est normal de dépenser en période de crise pour amortir le choc. L'État protège, l'État protecteur. Voilà. Le problème structurel de la France, c'est plutôt qu'on ne sait pas ou on ne sait pas bien faire baisser la dépense quand ça va bien. Donc on l'augmente, c'est très flagrant sur la crise de 2008, on a augmenté les dépenses publiques et la dette, et puis ensuite elle est restée au même niveau. Et donc le risque c'est de se retrouver avec la même chose, mais je pense que le défi c'est vraiment ce qui se passe après la crise plutôt que pendant la crise où on ne veut pas avoir une politique d'austérité qui va casser la croissance au moment où il ne faut pas. Et contrairement peut-être à ce qu'annonce Rishi Sunak au Royaume-Uni avec un retour donc annoncé à l'orthodoxie budgétaire, mais ça c'est un autre contexte, un autre pays. Merci beaucoup Dorothée Rouzé d'être intervenue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes chef économiste France chez Citi. Merci. À suivre le point bourse.